donc je reviens à l'histoire de la bibliothèque que je vais vous raconter. C'est pas la bibliothèque actuelle, hein, c'est la bibliothèque au moment de sa création. Et c'est une création de la Révolution, puisque vous avez sous le titre hein, la création de la bibliothèque de Grasse en 1794. Donc nous sommes en pleine Révolution. Et tout le monde sait, bien sûr, que les livres qui vont être rassemblés se trouvaient dans la région, se trouvaient dans la ville, mais se trouvaient aussi dans le district. Ce qu'on appelait le district à l'époque, c'est pratiquement l'arrondissement de Grasse actuel, ou qui était actuel il y a quelques années. Et les livres donc qui sont là, ils viennent de différentes sources, et tout le monde sait aussi que ces livres viennent des anciennes maisons religieuses, des couvents ou des monastères, mais surtout des couvents, puisque ici il n'y avait qu'un seul monastère, le monastère de Lérins, et qui a été supprimé avant la Révolution. Donc celui-là, on n'en parle pas, il est déjà ailleurs. Hein. Et les biens de ce monastère ont été récupérés par l'évêque de Grasse en 1780, enfin avant la Révolution. Donc ce qui est important, c'est les livres des couvents et les livres des personnes qui sont parties en émigration. Donc vous avez, alors ça, je vais vous montrer, attendez, voilà. Vous avez ici, alors ces livres, on sait qu'ils ont appartenu à tel ou tel couvent à cause des mentions manuscrites qui se trouvent dans le livre. Hein. Ici, vous avez une mention manuscrite où il est écrit « À l'usage du père Thomas de Grasse ». Oh, pardon, ouf, ça devait m'arriver. Voilà. Attendez, c'est ça qu'il faut que je mette, je crois. Je me suis trompée. Voilà. À l'usage du père Thomas de Grasse, capucin, pour le couvent des Capucines de Grasse. Donc on sait que cet ouvrage provient des Capucins. Ça, c'est donc l'exemple d'un ouvrage provenant d'une maison religieuse. Maintenant, ça provient aussi des personnes qui sont parties en émigration. Et vous avez ici l'exemple de Marcy. Hein. Alors là, c'est pas une mention manuscrite, c'est une étiquette collée dans le bouquin, sur le replat de l'ouvrage, aux armes de ce Marcy avocat. Donc voilà, la provenance de ces bibliothèques, c'est ça. Maintenant, la question est de savoir comment et pourquoi on a créé une bibliothèque publique à cette époque, hein, et comment ça s'est créé. C'est la première chose le premier thème que je vais essayer de vous rappeler. Et deuxièmement, que représentent ces livres qui ont été, parce que là vous avez quelques exemples, hein, mais quels sont, si vous rassemblez tous les ouvrages qui sont aux armes de Marcy, par exemple, est-ce que ça représente la bibliothèque, la collection de Marcy avocat, hein? Ça, c'est la deuxième question. Donc, première question, comment et pourquoi a-t-on créé une bibliothèque publique? C'est ce dont je vais vous parler. L'histoire commence, bien entendu, en 1789. À cette époque, tous les biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la nation. C'est l'origine de ce qu'on a appelé les biens nationaux, parce qu'on voulait vendre les biens ecclésiastiques pour éponger la dette publique, la dette du roi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait rassemblé, vous le savez, des états généraux pour qu'on décide de nouveaux impôts. Et donc ces états généraux, donc on a besoin d'argent, et un évêque d'ailleurs, Talleyrand, qui est évêque d'Autun à l'époque, présente ce projet en disant mais on pourrait vendre les biens ecclésiastiques et ça nous épongerait la dette. Il faut bien voir que à cette époque, les monastères et les couvents sont dans le collimateur de toute l'intelligentsia, dirions-nous, de l'époque. Hein. On considère que les moines sont des gens inutiles, que les couvents sont de trop, ils sont très peu, ce qui est vrai. Ils sont très peu nombreux dans les couvents et donc on a essayé depuis Louis XV, donc ça fait 50 ans, il y a eu une commission des réguliers. Les réguliers, ce sont les religieux qui sont soumis à une règle, c'est-à-dire les moines, hein, les moines ou les religieux, enfin les religieux, pas les gens qui s'occupent des églises. Donc ceux-là, on décide, comme ils sont pas nombreux dans leur couvent, de les rassembler dans des couvents et donc de supprimer. Il y a donc eu déjà un certain nombre de couvents supprimés
dans les années 1760-1770. Donc l'idée n'est pas du tout nouvelle hein, par rapport à ce qui s'était fait dès Louis XV. Et je vous l'ai dit, c'est le cas du monastère de Lérins qui est supprimé à ce moment-là. Bon, ça c'est en 1789, on décide donc de vendre les biens nationaux. Je précise que les biens nationaux, les biens du clergé, ce ne sont pas les églises. Les églises n'ont jamais été nationalisées, ce sont les couvents. Hein. Ça, c'est parce que j'ai eu plusieurs fois des questions là-dessus. Non, les églises continuent à être utilisées. Bah, alors on décide, bon, donc, de vendre ces couvents, mais on décide aussi de garder les richesses qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire les tableaux, les livres, etc. Ça, ce n'est pas vendu. Ça doit être mis de côté, mis dans des dépôts, les dépôts qu'on appelait des dépôts littéraires. Oui, c'est ça, les dépôts littéraires. Et avant de passer à ça, les officiers municipaux sont chargés de passer dans chaque couvent pour voir ce qu'ils ont. Alors voilà. Donc là, vous avez un texte qui vous raconte ce qui s'est passé pour le couvent des Capucins, mais tous les couvents sont à la même enseigne. Je vous lis, hein. Je vous le lis parce que je pense que c'est plus facile. Voilà, le 10 mai 90, donc tout de suite, hein, puisque les états généraux c'est en mai 89, donc un an après, parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements, mais enfin, en 90, on décide finalement de visiter ces couvents pour lesquels on ne sait rien, à peu près rien de ce qu'ils possèdent. Donc Pierre-Antoine Crest, maire, et Honoré Courme, négociant officier municipal de la ville, alors là je cite, en exécution des lettres patentes du roi du 26 mars dernier sur le décret de l'Assemblée nationale du 19 février d'auparavant, hein, se sont transportés dans le couvent des révérends pères dominicains, pour lequel ils dressent donc la liste des religieux, puisqu'il est question de les rassembler, hein, des revenus, la liste des revenus et des meubles. Ensuite, donc ils font tout ça, ils entrent dans la bibliothèque quand il y en a une, là il y en a une chez les Capucins, où ils trouvent environ, alors je cite encore, 1300 volumes, soit en livres de l'écriture sainte, commentaires, Saint-Père, concile et décrétal, théologiens, scolastiques, dogmatiques, scolastiques, dogmatiques, moralistes, sermonnaires, dont plusieurs en langue espagnole et italienne, philosophes très anciens et dictionnaires, parmi lesquels se trouvent les ouvrages complets de Moréry, Belle et Richelet. Après quoi, donc, les commissaires constituent les religieux dépositaires de tous les effets et papiers dont il a été parlé ci-dessus pour les présenter quand ils en seront requis. Donc, il y a un inventaire des biens de ce qui se trouve, si vous voulez, à l'intérieur des couvents. Donc, il est bien entendu que le couvent peut être vendu, il n'est pas encore, mais que ce qui se trouve à l'intérieur du couvent ne le sera pas et doivent être réunis. Donc, au fur et à mesure qu'on va vendre ces couvents, on prévoit qu'ils seront réunis dans une des salles du district quand le district aura des salles. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Alors voilà, donc c'est ce qui se passe normalement, mais à Grasse, on ne fait rien. Donc en 1790, rien ne se passe. En 1791, on décide, alors je veux faire remarquer que les listes que nous avons données, c'est des estimations très très générales. On dit il y a 1500 volumes, des volumes de théologiens, ceci et cela, mais c'est tout. On ne fait pas de liste précise de ce qui se trouve là. Il n'y a jamais de liste, enfin du moins à Grasse, de liste précise. Bon, donc on ne fait rien. Et en 1791, donc l'Assemblée nationale envoie une instruction, vous avez là sous les yeux, une instruction datée donc du 15 mai 1791 pour expliquer ce que l'on doit faire pour avoir une liste précise de tous les ouvrages qui se trouvaient dans ces maisons. Parce qu'on ne les a pas. Et le projet d'ailleurs de la constituante, c'est de faire une bibliographie générale de la France. Mais ça, bien sûr, c'est à part. Mais en tout cas, ils veulent avoir une liste complète. Et alors, ils envoient une instruction, vous avez, pour procéder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques sur lesquelles les directoires, c'est-à-dire ceux qui dirigent les livres, ont dû ou doivent incessamment apposer les scellés. Alors là, il y a une instruction, donc vous allez avoir le détail de l'instruction. Voilà, on dit, vous allez prendre les livres qui sont rangés dans les tablettes,
Vous prendrez le premier en haut et à gauche et vous irez comme ça jusqu'à la fin de la tablette ou jusqu'à la fin des tablettes. Vous mettrez dans chaque livre une carte à jouer. Donc on prend une carte à jouer qu'on divise en plusieurs fichiers, c'est ce qu'on appelle, là, vous avez des exemples de fichiers dans les livres affichés là. On mettra un fichier dans chaque livre avec un numéro. Donc le numéro 1 sera en haut à gauche et puis le numéro 3000 sera en bas à la fin des tablettes. Donc on a un numéro, on reprend d'autres cartes à jouer sur lesquelles on met ce numéro et sur le numéro on doit relever, voilà. Donc je vous ai expliqué ce que c'est qu'un fichier. Donc on prendra ensuite de nouvelles cartes sur lesquelles on inscrira le numéro du fichier de chaque livre. Et à la suite de ce numéro, on décrira le plus exactement possible l'ouvrage correspondant à ce numéro de fichier. Donc on avait une autre carte à jouer sur laquelle on va mettre tous les détails qui concernent le livre, c'est-à-dire le titre. Parce que c'est ce qu'avaient les gens. Ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient rien. Les cartes à jouer, tout le monde jouait aux cartes. Donc c'est pour ça qu'on prend les cartes à jouer, c'est pas pour le titre du livre. Donc sur une autre carte à jouer, donc on recopiera, enfin on copiera parce que ça n'existe pas. Le titre du livre, le nom de l'auteur, le nom du lieu où l'ouvrage est imprimé, le nom de l'imprimeur ou du libraire, la date de l'édition, le format. Et quand on aura affaire à un anonyme, donc il n'y aura pas de nom de l'auteur, etc., on copiera le titre en soulignant le mot qui qualifie particulièrement le sujet de l'ouvrage, la matière traitée. C'est-à-dire on choisit ce que représente cet ouvrage. Quand les titres de tous les livres auront été copiés sur les cartes à jouer, on rangera les cartes par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Donc vous avez là un ordre qui était sur les tablettes qui correspondait à pas grand-chose, on verra plus tard, mais on range les cartes par ordre alphabétique des noms d'auteurs et pour les anonymes par le nom le plus général. On copiera ces fiches sur du papier pour en faire un catalogue et ces cartes seront envoyées à Paris, donc les cartes sont envoyées à Paris et le catalogue restera au district. Voilà ce qui est dit en 1791 et qu'on envoie à tout le monde. Bon. Et à Grasse, on ne fait rien. Il y a eu quand même un projet en 1790, je crois, où les gens de la mairie écrivent à Mougin-Roquefort, qui était député à la Convention, lui disant si on vend l'évêché, on pourrait y mettre tous les corps administratifs et même une bibliothèque si on vend les couvents, enfin les maisons religieuses. Donc il y avait un projet vaguement de faire une bibliothèque, mais rien n'est fait, bien sûr. Rien n'est fait, et à Toulon, on commence à s'impatienter. Donc de Toulon, le district de Toulon envoie une lettre aux gens de Grasse en leur disant bon, il faudrait peut-être vous bouger un peu. L'Assemblée nationale vous a demandé, messieurs, de lui procurer très incessamment le catalogue de la bibliothèque ecclésiastique, des catalogues des bibliothèques ecclésiastiques ou religieuses qui existaient dans votre district et que vous avez dû faire transporter dans vos archives ou dans tout autre lieu du dépôt. En même temps, elle vous a envoyé une instruction très détaillée. Alors, voilà, je passe au texte tel qu'il est transcrit parce que c'est plus facile à lire, et que vous avez dû transporter donc dans vos archives ou dans tout autre lieu de dépôt. Vous voudrez bien l'être reçu faire choix d'une ou plusieurs personnes qui, par leurs travaux de littérature ou par leur état de libraire, sont accoutumés à la connaissance et au maniement des livres, et vous la chargerez de former, sous votre inspection, le catalogue demandé. Vous lui recommanderez de se conformer exactement, dans ce travail, à tout ce qui est prescrit par l'instruction dont vous lui remettrez un exemplaire. Donc l'instruction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a donc été distribuée dans tous les départements et que les gens doivent suivre. On s'arrêtera là, parce que c'est pas fait, bien sûr. En 1791, rien n'est fait. Pourquoi? Eh bien parce que les maisons religieuses ne sont pas vendues. Elles sont vendues plus tard. Et les ventes commencent réellement en 1792, donc l'année d'après. Pourquoi? Parce qu'en 1792, il y a des gens... Enfin, d'abord, la France déclare la guerre aux royautés qui l'entourent. Et pas mal de gens partent, enfin pas mal, un certain nombre de gens partent en émigration. Et les gens qui partent en émigration, leurs biens sont confisqués.
Alors c'est pareil pour les gens qui partent en immigration, on confisque les biens, mais pas les livres, hein, parce que les livres, on veut les conserver. Et donc, pareil, il y a des. Alors là, je vais vous donner quelques exemples. Donc là, on vend donc les biens des émigrés, mais pas leurs livres. Et pareil, de la même manière, on dit bon ben voilà, Marcy, tiens par exemple celui dont je vous ai passé l'étiquette. On dit il y a 400 volumes, hein. C'est bien, c'est 400 volumes dans sa bibliothèque, mais on ne dit pas ni quels sont les sujets de ces livres, ni le détail. C'est 400 volumes. Et c'est pareil pour tous les émigrés. C'est la même chose que pour les maisons religieuses. On ne fait pas de détails. Et quand même, les biens commencent à être vendus, et donc on doit passer à ces listes. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a des discussions très importantes à la Convention, parce que là, nous allons passer à la Convention, donc à la République. Hein. La République est déclarée en septembre 92. Bon, à la Convention, on se dit, mais enfin, il y a énormément de livres qui sont rassemblés comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les livres sont quand même très menacés à ce moment-là. Pourquoi sont-ils menacés? D'abord parce que c'est la guerre. Et Grasse est une ville frontière, je vous le rappelle. Donc, il y a des armées qui passent et qui repassent dans la ville. Donc, les municipalités sont préoccupées par ça et pas par les livres. Vous pouvez vous en douter. Et aussi, les livres sont menacés par ce qu'on appelait le zèle patriotique, qui s'exprime quelquefois par la destruction ou la mutilation d'ouvrages, sous prétexte de faire disparaître de ces ouvrages les signes de féodalité ou de royauté qui pourraient s'y trouver. Alors, il y a discussion à la Convention. Que va-t-on faire des livres? Et les livres, ils ont leurs détracteurs et leurs partisans. Il y a ceux pour qui les livres doivent instruire un peuple libre. N'oubliez pas que la Révolution, le peuple est libre par rapport à tout ce qu'il a entravé avant. Donc, ils doivent servir à l'instruction d'un peuple libre, je vous cite. Et pour cela, on doit opérer un tri parmi tous ceux qui sont rassemblés dans les dépôts littéraires. On doit garder les livres qui embrassent, je cite, toutes les connaissances perfectibles de l'homme, et on doit rejeter au sein de nos ennemis le poison de nos livres de théologie, de mysticité, de royalisme, de féodalité, de législation oppressive. Ça, c'est un des députés qui parle de ça. Et on doit garder qu'un ou deux exemplaires de ces livres comme exemple de toutes les sottises, de toutes les productions de la sottise humaine, soit comme monument historique, soit comme objet de curiosité. Donc, voilà, on en est à ce dilemme. Et alors, bien sûr, il y a des gens qui prennent le parti des livres, et en particulier Chénier, qui déclare « Il est impossible que les représentants du peuple ne soient pas convaincus que c'est aux livres que nous devons la Révolution française. » Autre chose, c'est à la Convention nationale de faire aujourd'hui, pour les arts, pour les sciences, pour les progrès de la philosophie, ce que les arts, les sciences et la philosophie ont fait pour amener le règne de la liberté. Alors finalement, qu'est-ce qu'on décide? On décide de tout garder. Voilà, on fera l'inventaire de tout ce qu'il y a. Et il y a une instruction, un rapport de Coupé du 27 janvier 1994, puis un décret du 8 Pluviose en 2, donc là on est au début de l'année 1794, de tout conserver, de tout vérifier, enfin de faire la liste de tout ça, afin de créer une bibliothèque dans toutes les villes un peu importantes, donc les chefs de district, où on créera donc des bibliothèques, et de mettre autant qu'il est possible tous les citoyens à portée d'aller s'instruire. Alors là, c'est très important parce que on crée une bibliothèque pour que les citoyens puissent s'inscrire. Donc, on va créer cette bibliothèque. Et on publie une nouvelle instruction qui s'appelle l'instruction de l'an 2, que vous avez ici. Alors ici, je ne l'ai pas mise parce que vous l'avez à la bibliothèque. D'ailleurs, elle a le tampon de la bibliothèque. Je ne sais pas si elle est dans l'exposition. Je ne sais pas. Alors, il y a une nouvelle instruction qui est publiée. Vous avez, voilà, à Paris, l'an second de la République, 1794, une seconde instruction qui est publiée et qui reprend ce que je vous ai expliqué pour l'instruction de 1791. Rien n'est changé.
pas grand-chose en tout cas, sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l'enseignement. Donc c'est une instruction qui est proposée par la Commission temporaire des arts et qui est adoptée par le comité d'instruction publique de la Convention nationale. Vous savez qu'il y a plusieurs comités dans la Convention nationale et celui-là, il est adopté par la Convention nationale. Donc on doit refaire pour tous les livres conservés ce que nous avons vu, mettre un fichier dans chaque livre et puis relever exactement tout ce qu'il comporte, tous les renseignements que l'on peut tirer d'un livre. Voilà. Donc à ce moment-là, à Grasse, on nomme des commissaires, des gens qui seront chargés de faire ça. Avant, il n'y avait rien. Donc, juillet 94, ces commissaires sont nommés, mais ils se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent. Alors là, je n'ai pas pu m'empêcher de vous raconter ce qu'ils disent. Ils écrivent ça au comité d'instruction publique de la Convention. Décidément, ils trouvèrent dans une assez grande pièce, toujours ouverte, et qui servait de passage, plusieurs tas de livres jetés à corbeiller, les uns sur les autres, et que des femmes et autres personnes illettrées avaient été prendre dans différentes bibliothèques des ci-devant jacobins, c'est-à-dire les dominicains, cordeliers, capucins, du séminaire, de l'oratoire et de quelques émigrés. Bon, première chose, cette énorme confusion les effraya, sans pour autant les décourager. Ils demandèrent un local convenable, garni de tablettes. Mais la plupart des livres avaient été déplacés par les soldats, donc je vous ai dit, la guerre, les soldats qu'on avait été sans doute forcés de loger dans la bibliothèque et les tablettes avaient été brûlées. On en fit d'autres que l'on dressa dans une pièce d'environ 15 pieds de longueur sur 12 de large, percée de 2 portes et d'une fenêtre, qui ne pouvait pas contenir la 10e partie des livres qu'on avait alors. Mais on leur dit qu'il fallait faire un triage de ce qu'il y avait de bon et qui se réduirait à peu de choses pour envoyer tout le reste à l'épicier. Bon, alors après, la lettre continue. Et ils font ensuite état d'un nouveau désordre au moment du transport des ouvrages. Alors, les ouvrages, ils étaient dans la maison du district, qui était effectivement l'ancien évêché. Mais bon, ils sont transportés donc dans l'ancien réfectoire des ci-devant religieuses de la Visitation. Ce déplacement a été réalisé, alors je reprends la lettre, sans avertir les commissaires, en sorte que tout fut confondu et entassé, comme la première fois. Bon, donc ils se plaignent en juillet 94 d'être en retard, en fait, et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Mais enfin, le travail de catalogage, en tout cas, n'a pu commencer véritablement qu'après le déménagement chez les visitandines, ça c'est sûr, et la construction de nouvelles tablettes, ce qui a demandé un temps considérable. Voilà ce qu'ils écrivent en juillet 94. Mais quand même, ils se dépêchent, ils sont nombreux. Il y a 5 commissaires, dont le bibliothécaire de la société populaire, dont un certain Villeneuve qu'on retrouvera plus tard, un ancien jacobin, enfin, il y a ils sont 5, et ils se dépêchent parce qu'à la fin de 94, c'est fait. Voilà, le catalogue des livres de la bibliothèque que vous avez là, vous avez le premier, Abadie, traité de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, paru à Rotterdam, chez Liers, 1690, Indus. Donc là, il y a tous les renseignements que demandaient les conventionnels. Et puis voilà, ça continue. Et le catalogue ici compte sur 3224 ouvrages, soit 5800, donc près de 6000 volumes. Donc ils ont fait ce travail. Et voilà, c'est arrivé là. Alors attendez. Voilà. Alors, maintenant, je passe à l'analyse. Que fait-on? Comment peut-on que peut-on en faire de tous ces du catalogue lui-même, qui porte donc sur 6000 volumes. Vous avez vu à peu près, à quelques volumes près. Alors une manière, ça c'est parce que je suis bien habituée à travailler sur les bibliothèques, une manière de les juger, de voir ce qu'elles représentent, c'est de classer les livres par 10 ans, par décennie. Vous avez par tranche décennale. Vous voyez par exemple, si on prend la tranche 1600, vous avez les livres imprimés, datés de 1600 à 1609. Donc 10 années, puis après on passe à 1610, etc. jusqu'à la fin
du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les 2 décennies avant la Révolution. Donc voilà, le catalogue de Grasse de 1794 étalé sur 2 siècles. Alors que trouve-t-on dans ces 2 siècles? Eh bien d'abord un certain nombre d'ouvrages quand même qui datent du XVIe et même on peut dire jusque vers les années 1650. Il y a une montée un peu du nombre d'ouvrages au début du XVIIe siècle, mais pas grand-chose. Disons qu'il y a 100 imprimés par décennie qui se trouvent dans cette bibliothèque. Et après 1650, alors c'est ça qui est intéressant, qui montre une évolution quand même, c'est-à-dire qu'après 1650, on a une montée très nette du nombre de volumes ou d'imprimés plutôt, parce qu'ils sont ils sont classés par leur date, bien sûr, la fin du XVIIe siècle, avec un sommet, si vous voulez, près de 300 ouvrages dans la décennie 1690, c'est-à-dire vraiment la veille du XVIIIe siècle, la dernière décennie avant le XVIIIe siècle. Et puis après, une chute assez importante, puisque vous avez pour le XVIIIe siècle, en tout cas le début du XVIIIe siècle, jusqu'aux années 1750, un nombre de livres qui n'excède pas 150 imprimés par 10 ans, par décennie. Et puis après, fin du XVIIIe siècle, une remontée un petit peu de ces imprimés. Alors, cette courbe, si on veut, elle est très caractéristique de la bibliothèque, mais pas du tout caractéristique des publications. Parce qu'au XVIIIe siècle, il y a une montée très grande du nombre d'imprimés, et là, il n'y a rien de tel. On a donc là la trace de l'histoire que je vous ai racontée, trace des maisons religieuses. Enfin, on peut penser, disons, qu'on a l'importance ici de la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'importance des publications de la contre-réforme catholique qui intéresse les religieux. Et là, vous avez une montée importante des publications de la fin du XVIIe siècle, qui est générale, mais qui porte la marque de ces maisons religieuses. Et puis, ici, quelque chose de nouveau, une chute après, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est plus aussi important, et ici, une remontée un petit peu, qui est certainement, probablement, la trace des livres plus récents qui appartenaient aux émigrés. Les émigrés, le XVIIe siècle, ça ne les intéresse pas. N'oubliez pas que le XVIIe, c'est 100 ans avant. Donc, voilà. Alors, ce type de courbe fait penser, comme je vous l'ai dit, aux bibliothèques des religieux. Vous avez ici l'exemple de la bibliothèque des Capucins de Toulon, sur lequel j'avais travaillé aussi auparavant. Alors là, les livres sont moins nombreux, je ne me souviens plus, il y a 2000 volumes, je crois. Vous avez ici une importance du XVIe siècle, vous voyez, 1600 est ici. Donc tout le XVIe siècle, enfin le tournant XVIe siècle, XVIIe siècle qui est important parce que c'est le moment de la création du couvent à Toulon. Bon, donc ça correspond à la création du couvent. Et la montée à la fin du XVIIe siècle des ouvrages de la contre-réforme. Et après, dès 1700, une chute alors catastrophique des imprimés, et puis plus rien à partir de 1750. Donc ça montre bien que les religieux sont intéressés par les ouvrages de la contre-réforme, et puis pas grand-chose ensuite. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement le classement de ces ouvrages, la répartition par matière. La théologie, ça représente tous les livres de religion, ça ne veut pas dire théologie. Vous pouvez avoir des livres de piété, des tas de choses, mais c'est les livres de religion. C'est le classement qui était le classement de tous les ouvrages de tous les libraires du XVIIIe siècle, les 5 catégories de la librairie. Donc la théologie, 44%, donc presque la moitié, ouvrages de théologie. Après, il y a les belles lettres, l'histoire et le droit, à peu près équivalents, et les sciences et arts, très peu de choses. Mais tout ça, c'est la présentation générale de la bibliothèque, les 6000 volumes. Maintenant, si on essaye de faire un peu une évolution, vous voyez, ça, c'est toujours la bibliothèque du district de Grasse, toujours la bibliothèque de 1794, mais là, les ouvrages sont rangés par les proportions que chacune des catégories a dans la décennie. Alors, pour être plus clair,
je vais vous parler, par exemple, de la décennie 1689, hein, qui était représentée ici. Vous voyez, 60% des ouvrages sont des ouvrages de théologie, et puis tout le reste est inférieur à 20%. Et ceci reste vrai tout au long du XVIIIe siècle. La théologie, elle commence à diminuer en nombre, mais à partir de 1700 seulement, ce que nous avons vu, mais elle reste quand même importante et elle est toujours au-dessus de toutes les autres matières. Jusque dans les années 1760, même 1770, où elle passe en troisième position. Donc là, il y a un changement qui se produit dans les préoccupations, la répartition des livres. Et ce changement se produit à l'extrême fin du XVIIIe siècle, à partir de 1770, où vous avez les belles lettres, je crois. Là, c'est pas très droit. Non, les belles lettres là qui sont le rond blanc. Ah non. Enfin, bref, peu importe. Certaines catégories qui passent au-dessus de la théologie. Donc là, il y a un changement vraiment important qui se passe à ce moment-là. Bon. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire sur cette bibliothèque. Mais on ne peut pas aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement ce que représentent tous ces ouvrages. Sont-ils des ouvrages des Capucins, des Dominicains, etc.? Sont-ils les ouvrages des émigrés? On ne sait pas. Sauf qu'il y a quand même deux tendances. C'est l'importance de la théologie à la fin du XVIIe siècle et le changement qui se produit à partir de 1770. Mais c'est tout. Pour aller au-delà, pour aller essayer de comprendre ce que représente vraiment cette bibliothèque, mais il faut aller voir les livres. C'est ce que vous avez là étalé. Voir les livres eux-mêmes. Les livres eux-mêmes qui ont des indications de provenance. Et si l'indication de provenance est assez importante pour qu'on ait un nombre de volumes assez conséquent, on peut essayer de voir ce que représente cette bibliothèque particulière. Alors c'est ce que nous avons fait avec la bibliothèque du séminaire de Vence, qui est arrivée aussi en 93 par là, parce que Vence fait partie du district de Grasse. Donc tout est rassemblé à Grasse. Donc le séminaire de Vence, les livres du séminaire de Vence arrivent à Grasse. Et on les reconnaît, ils sont assez nombreux, eux n'ont pas été, si vous voulez, on a l'impression, pas qu'une impression, mais que tous les livres de ce séminaire sont conservés là. Pourquoi? Parce qu'on arrive à 400 titres à peu près, et que le séminaire de Vence est quelque chose de très 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 pauvre, rien, et ils sont d'ailleurs supprimés. Le séminaire est supprimé par l'évêque de Vence quelques années avant la Révolution. Donc voilà. Donc on a 400 titres, on pense qu'on a à peu près la totalité des livres du séminaire. Et on les reconnaît, on les a comptabilisés. Pourquoi? Parce que vous avez ici un ex-libris qui indique que les livres viennent du séminaire. Livre du séminaire de Vence, des pères de la doctrine chrétienne. Et cet ex-libris, on l'a sur tous les livres. Ça correspond à une espèce de recollement qui est fait dans les années 1760, quelques années avant que le séminaire soit supprimé, d'ailleurs. Par l'évêque, par l'évêque de Vence. Parce que bon, il n'y a plus grand monde. Et voilà un autre exemple d'un ex-libris, mais qui est beaucoup moins lisible parce qu'il est en haut et que les livres sont en mauvais état. Ex-libris seminari, vicensis, etc. Donc vous avez ici la même inscription, enfin le même ex-libris, la même mention manuscrite qui indique que le livre appartenait au séminaire de Vence. Donc, réponse au livre de M. Arnaud intitulé La perpétuité de la foi. Donc, nous avons ici la controverse, j'y reviendrai tout à l'heure, à l'époque, entre les jansénistes et les autres. Bien. Alors, comment se présente cette bibliothèque de 400 titres? Alors là, quand on voit ça, on est tout à fait édifié. On a vraiment une bibliothèque ecclésiastique dans toute sa splendeur. Pas grand-chose au XVIe siècle. Une montée des éditions à la fin du XVIIe, et puis plus rien, ou pratiquement plus rien, au XVIIIe siècle. Mais si l'on passe maintenant non pas aux dates des livres imprimés, et à la composition, on a une composition quand même extraordinaire, tout à fait différente.
parce que la théologie ne prend que 34%, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait plus de 50% des livres, et que le reste est relativement, bon, sauf le droit qui est un peu, qui est la part pauvre, l'histoire et les belles lettres, bon, 24, 11%, et surtout les sciences et arts, 18%. Alors là, c'est vraiment une répartition qui est tout à fait originale. On se demande pourquoi le séminaire de Vence avait tant d'ouvrages de sciences et arts. En proportion, bien sûr, hein, 18%. Alors là, il faut revenir encore aux livres et à ce qu'ils disent, hein, aux inscriptions manuscrites, parce que il y a encore les livres du séminaire, mais ces livres du séminaire proviennent en partie seulement, d'un évêque du début du XVIIe siècle qui s'appelait Flodoard Moret de Bourchenu. Et la bibliothèque de Bourchenu, donc pour aller, lui-même l'évêque avait hérité des ouvrages de son grand-père et de son père et de son oncle. Et là, nous avons les inscriptions manuscrites, les manuscrits. Voilà. Là, vous avez N. Moret. N. Moret, qui est le grand-père de l'évêque et qui est donc des livres qui sont du XVIe siècle et qui s'occupent essentiellement des productions du XVIe, bien sûr, mais de littérature. Autre exemple donc vous avez toujours l'ex-libris du séminaire, hein, les livres proviennent du séminaire, mais ont une deuxième inscription. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a une autre provenance. Hein. C'est pas seulement le séminaire a hérité, si vous voulez, d'autres choses. Et là, vous avez F. Moret, c'est-à-dire Flodoard Moret, qui est l'oncle de l'évêque, et qui, lui, s'intéressait aux sciences, justement. Donc, vous avez là une apologie de Galilée par Campanella. Donc, nous sommes vraiment dans des ouvrages scientifiques. Hein. Donc, voilà l'oncle qui est prévôt de la... Enfin, j'ai oublié de vous dire, Flodoard Moret de Bourchenu est originaire de Grenoble. Donc, on a toutes ces mentions parce que bon, j'ai écrit à la bibliothèque de Grenoble pour avoir des renseignements hein, sur la famille Moret de Bourchenu, parce qu'ils sont anoblis à un moment donné. Bon, et dernière chose, bien sûr, il y a les livres de l'évêque lui-même. Alors là, il n'y a pas de signature, ça c'est intéressant, le miroir sans tache, donc de Gerberon, il n'y a pas de signature, mais il y a une petite réflexion de la part de l'évêque, et là on sait que c'est l'évêque, enfin je sais que c'est l'évêque, parce que son écriture, elle est tout à fait caractéristique, et que j'ai travaillé pas mal d'années sur les visites pastorales de cet évêque. Donc son écriture, on peut pas elle est tout à fait caractéristique. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est le père Bergeron, bénédictin, il fit ce livre pour justifier et soutenir son miroir de la piété. Donc voilà une réflexion de la part de l'évêque qui nous dit que les livres ne peuvent provenir que de lui. Et enfin, dernier témoignage, si vous voulez, ce sont les armoiries de Flodoard Moret de Bourchenu qui, comme celles que nous avons vues pour Marcy, sont collées sur le replat de l'ouvrage. Donc tous ces livres-là nous permettent de comprendre comprendre la composition de cette bibliothèque du séminaire de Vence. Et voilà, donc ça c'est les livres, le séminaire de Vence, mais les livres que j'ai appelés Bourchenu pour aller vite. Hein. Vous avez ici les livres qui sont signés N. Moret, qui est en fait N-Mont Moret, les livres de Flodoard Moret de Bourchenu, enfin lui il s'appelle Flodoard Moret, mais il a déjà une particule, mais je ne sais plus laquelle, qui est de la fin du XVIIe siècle. Comme vous voyez, les livres sont très datés. Hein. Ça, c'était 16e et début 17e, ensuite fin 17e, enfin plutôt début 17e, excusez-moi, de Flodoard Moret, et puis les livres de l'évêque, qui lui, bien sûr, sont contemporains à l'évêque lui-même, qui est évêque de Vence de 1710 à 1725. Donc là, nous sommes dans les livres récents de cette bibliothèque et qui sont des livres de théologie. Donc voilà, malgré tout le mélange des livres et tout ça, on peut reconstituer à l'intérieur de ce corpus de la bibliothèque de 1794 certaines bibliothèques bien précises que l'on peut analyser.
On peut analyser aussi les bibliothèques d'une autre manière, c'est-à-dire que après, au temps de Napoléon, dans quelques années après la Révolution, on rend leurs biens aux émigrés. C'est d'ailleurs ce qui sera le fameux, comment ça s'appelle, enfin des immigrés, enfin on leur rend leurs biens quand on peut, et on rend, la bibliothèque de Grasse rend ses livres à Monsieur de Pontevès, qui revient de je ne sais où, et il y a aussi Monsieur de Briançon, mais je n'ai étudié que la bibliothèque de Pontevès. Alors, elle est intéressante, cette bibliothèque, parce que, voilà, donc je fais pas comment dire, l'historique comme j'ai fait tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien avant le XVIIIe siècle ou pas grand-chose. Hein. Il y avait même 3 bouquins. Donc, c'est une bibliothèque récente. Une bibliothèque récente est tout à fait différente de celle que nous venons de voir, la théologie. Rien du tout, 5%. Hein, voilà. Et encore, c'est des romans plus ou moins comme l'histoire du peuple de Dieu qui est connue et qui est vraiment une histoire de roman, l'évangile mis en roman, en gros. Bon, la théologie et le droit, ça n'intéresse pas le propriétaire de cette bibliothèque. Par contre, l'histoire, hein, l'histoire 32%, les belles lettres 28% et surtout les sciences et arts. Donc vous avez 3 catégories qui ont pris le dessus sur ce qui était majoritaire avant. Et ça, c'est la signature d'une bibliothèque récente. On ne s'occupe pas de la théologie, on ne s'occupe pas trop de droit parce que c'est pas un juriste, mais on s'occupe de ce qui est à la mode, hein, faut dire ce qui est, c'est-à-dire l'histoire. Et ce qui est à la mode à la fin du XVIIIe siècle, c'est les romans, les récits de voyage qui sont classés dans l'histoire-géographie, les récits de voyage, il y en a pléthore, les belles lettres, les romans, et puis les sciences et arts. Alors dans les sciences et arts, vous avez toute la production des philosophes, puisque la philosophie est classée dans sciences et arts. Donc voilà, vous avez là l'image d'une bibliothèque qui représente pas beaucoup, 125 titres, ça fait 700 volumes à peu près, mais enfin qui montre que là, nous avons aussi dans cette bibliothèque de 1794 la trace des bibliothèques des émigrés, enfin disons de la classe cultivée non religieuse de l'époque. Voilà, donc je vais vous quitter là sur cette histoire qui montre que malgré tous ces livres disparus, perdus, etc., cette bibliothèque de 1794 garde le souvenir de 2 époques importantes de la librairie, de la production des livres, si vous voulez, fin XVIIe siècle, la production de la Contre-Réforme, et XVIIIe siècle, la production des philosophes. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, et c'est ça que les révolutionnaires ont voulu mettre à la portée de tout le monde pour instruire le peuple. Je reviens à ce thème parce qu'il revient tout le temps. Mettre les livres à la disposition des gens. C'est pourquoi on a créé une bibliothèque publique, parce que les bibliothèques, elles existaient avant la Révolution. La bibliothèque de Monsieur de Pontevès, elle était pour lui. La bibliothèque des religieux, elle était pour eux aussi. Tandis que là, tous ces livres sont ouverts, enfin, en principe, bien sûr, il y aura encore plein d'événements au cours du 19e, mais en principe, ils sont ouverts à la population. Voilà, je vous remercie. Merci. Ah non, ils sont rendus. Ils sont rendus. Ah oui, non, ils sont rendus. Il y a la liste des ouvrages qu'on rend. C'est pour ça. Et ces livres qui sont rendus étaient dans la bibliothèque, parce que je les ai retrouvés pour ça. Parce que sinon on dit, je sais pas comment dire, les listes ne sont pas de bonnes listes, c'est-à-dire on met juste l'auteur et puis, vous voyez, il n'y a pas du tout ce que exigeaient les assemblées de mettre le nom d'auteur, le titre, la date d'édition, etc. Là, il n'y a rien de tel. Mais il y a quand même la liste, et donc on peut le retrouver. Mais ça a été rendu. Non, ça y est plus. Ça a été rendu. Voilà. Par contre, les religieux, eux, n'ont pas réclamé leurs biens. Enfin, d'ailleurs, ils n'ont pas été reconstitués si vite. Parce que là, les livres rendus à Monsieur de Pontevès, c'est en 1807. Donc, c'est 10 ans après. Hein, c'est pas...
Les religieux ne sont pas reconstitués si vite. Et le fait qu'on ait des catalogues de 1794 ou 1812 montre bien aussi qu'est-ce qui a été rendu. Donc, le fait, on a un deuxième catalogue qui refait l'inventaire en 1812. Oui. Et du coup, c'est vrai que l'étude comparée peut montrer. Oui, En faut, France, oui, oui, ce qu'on a perdu. oui. Mais là, il y a quand même des listes de cette époque-là, 1805, 1806, où il y a pas mal d'ouvrages, des livres rendus à Marcy, par exemple. Il y a des livres rendus, mais bon. Il y a des livres rendus et il y a des livres échangés. Oui, en plus, c'est Il y vrai. a pas mal d'échanges, notamment avec. Oui, oui. Ah oui, je voulais vous dire que justement en 1795, ça je vais vous le lire parce que je crois que je ne l'ai pas lu. Puis c'est assez amusant. C'est le jugement de Villeneuve justement sur cette bibliothèque. Villeneuve, c'est un de ceux qui ont fait l'inventaire de 94. Donc, voilà ce qu'il dit. Donc il dit ça en 95, donc juste l'année d'après. La bibliothèque du district de Grasse, quoique composée d'environ 8000 volumes, alors là, je ne sais pas où il prend parce que là c'est 6000, hein, mais enfin bon, il y en a peut-être peut-être d'autres entre 94 et 95, j'en doute, mais enfin on ne sait jamais, ne renferme aucun objet bien remarquable. On y trouve fort peu de livres, de belles lettres et de littérature, presque pas de livres d'histoire. Vous voyez l'intérêt de l'érudit de la fin du XVIIIe, qui retrouve tout à fait le dernier schéma que je vous ai montré, où ce qui intéresse, c'est les belles lettres, la littérature et l'histoire. Et parmi tous ces livres, à peine distinguerait-on une belle édition de l'encyclopédie et une édition des œuvres de Voltaire, commencée à Genève en 1776. Alors voilà ce qui... Et ça, c'est tout à fait caractéristique, hein, il ne s'intéresse pas à autre chose. Hein. Et donc, la bibliothèque est sans intérêt pour lui, en fait, c'est pas dit, mais c'est quand même pratiquement ça. Il y a très peu d'intérêt parce qu'il y a très peu de choses de l'extrême fin du XVIIIe siècle. Voilà. Mais par contre, là, c'est un jugement négatif, mais par contre, ce qui reste, c'est quand même ce qui est comment dire, l'héritage du passé. Et ça, il n'en tient pas compte. Hein.